Peuple de l'AES, sortez. Peuple de l'AES, sortez. L'heure est grave, prenez vos tabourets. Phobie, déstabilisation, l'heure est grave. On écoute Choguel Maïga, c'est important. Pouvoir politique, pour le déstabiliser, il n'y a pas un grand secret, pour ceux qui savent. Soit on le coupe de la base, soit on crée des dissensions au sommet. Aujourd'hui, les adversaires de la transition, de l'AES sont en plein dedans. Ils jouent à fond la déstabilisation de l'AES. Vous savez, notre président a fait un voyage que j'appelle historique à Sikasso, le 22 juin. Il a fait un travail de sensibilisation. Parce que vous allez remarquer, ses discours sont courts en général. C'est un bon militaire. Ce n'est pas comme les hommes politiques. Nous, on vient faire des discours de 30 minutes. Lui, il ne vient pas 10 minutes. Parce que eux, ils vont à l'essentiel. Ils ont les armes, ils règlent les problèmes. Moi, je vous dis qu'on se complète. La parole aussi, c'est un fusil. Vous savez, quand vous tirez une balle, ça touche une personne. Quand vous parlez, vous touchez des milliers de personnes en même temps. C'est pourquoi un philosophe a dit que la parole, c'est l'arme la plus redoutable qui a été donnée à l'homme. Parce qu'en parlant, on fait comprendre les vrais enjeux. On peut toucher beaucoup de personnes. Notre président a dit à Sikasso qu'aujourd'hui l'AES fait face à 3 types de terrorisme. Le terrorisme militaire, auquel nos armées font face vaillamment, sans combattre lequel rien d'autre n'est possible. Il y a le terrorisme économique, pour faire échouer la politique des États. Beaucoup de pays l'ont essayé. On en a été victimes dans les années de l'indépendance. Tous ceux qui ont voulu assumer leur souveraineté, on a saboté leur économie par toutes sortes de stratagèmes, y compris l'introduction des faux billets. Aujourd'hui, le président vous a dit qu'il y a des tentatives de déstabilisation économique. Comme ils ont échoué sur le plan militaire, et ça c'est fondamental, ils essaient de nous saboter sur le plan économique. Saboter nos économies pour couper la population du sommet à terme. L'autre terrorisme dont le président a parlé, c'est le terrorisme communicationnel et médiatique. Travailler les cerveaux des citoyens, toujours dans l'optique de les couper de la direction. Ils sont en plein là-dedans. Des médias, des ambassadeurs, des conseillers diplomatiques ont mission de faire échouer l'AES. Mais ils ne le seront pas, Inch'Allah. Parce que les dirigeants de l'AES de 2024 ont tiré les leçons de ce qui a pu arriver à nos prédécesseurs dans les années 60. Ils ne sont pas plus patriotes, mais ils tirent les leçons. Et les leçons, c'est très important. Je rappelle souvent aux gens, ça c'est des répétitions qui sont utiles, parce que certains ont déjà entendu, mais d'autres n'ont pas entendu. Un grand penseur a dit, vous le connaissez, c'est un grand philosophe du XXe siècle, que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelé à répéter. L'appel que je lance à tous les dirigeants politiques, révisiter notre histoire. Tout ce qu'on veut faire contre l'AES aujourd'hui, on l'a fait contre la Guinée dans les années 60, le sabotage économique. Sur le plan communicationnel, ce qu'on fait là, on est là depuis 60 ans. Les radios internationales que vous écoutez là, la France l'a investi près
de 600 millions d'euros dans ces médias. Ça, certainement, c'est plus maintenant. Ça fait près de 40 milliards. Tous les matins, quand vous vous réveillez, quand c'est un intellectuel, il branche RFI, il branche France 24. Avant toute chose, quand nous on était petits, on réécoutait Radio Mali. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Donc, au fil des ans, on formate nos cerveaux. Les Anglais investissent dans BBC près d'1 milliard d'euros. Les Américains, dans la voie de l'Amérique, plusieurs milliards. Et ils discutent avec les gouvernements démocratiquement élus. On amène les antennes jusque dans les villages dont nos grands-mères se réveillent. Ils écoutent. Ah, France, RFI dit RFO. Alors qu'il ne sait ni lire ni écrit. Et on parle dans les langues nationales. En Bambara, en Fufulde, en Germain. Ah, voilà, de l'Amérique, RFO. Je vous assure que même moi, en tant que Premier ministre, il y a des choses au Mali, j'allais apprendre par ces radios-là. C'est une façon de nous formater sur la durée. Donc, la guerre informationnelle est extrêmement importante. C'est pour dire au ministre que vous avez une grande responsabilité dans l'histoire de l'AES. Et c'est pour cela que dès que le président a tenu son discours, le lendemain, moi, j'ai communiqué avec le directeur du Centre d'information gouvernementale du Mali, on appelle Sigma, pour lui dire de contacter tous les chargés de communication dans tous les départements, rentrer en relation avec le ministre chargé de la communication pour travailler sur ce volet. C'est extrêmement important, pour donner du contenu au message du président. La lutte contre le terrorisme physique, je sais qui s'en occupe, c'est un militaire. Lui est le ministre de la Défense et les autres. Le terrorisme économique, il y a ceux que j'appelle les soldats de l'économie. Les douaniers, les financiers, les agents de divers genres, ils s'en occupent. Mais le terrorisme communicationnel est extrêmement dangereux. Et vous avez une grande responsabilité. Écoutez bien, hein? Dans ce combat. Attachez vos ceintures pour donner un contenu réel à ce message du président. Parce que notre rôle en tant que Premier ministre et vous en tant que ministre, c'est chaque fois donner un contenu pratique à nos populations par rapport à ce que dit notre président et qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il ne peut pas s'étendre sur tout. Quand il énonce ces chiffres, ces terrorismes-là, c'est à nous de nous engager pour les combattre. Chacun dans son domaine. Parce que le combat qui est engagé, c'est pour couper les populations du sommet. C'est pour décourager les gens, pour faire échouer l'AES. Ils ne réussiront pas, Inch'Allah. Et beaucoup auront remarqué, certains s'ennuient d'ailleurs, parce qu'ils écoutent les mêmes choses. En réalité, je fais exprès. Parce que ceux qui écoutent aujourd'hui, demain, ce n'est pas ceux qui écoutent. Aujourd'hui, on a la chance, tout est diffusé en direct. Donc, il y a des millions de Maliens, de Nigériens, de Burkinabés qui vont entendre ce qu'on va dire ici. Ce que je vais dire ici, là, c'est devant vous, mais en réalité, c'est à tout le monde. Notre président a parlé, donné un contenu à ce qu'il dit. Il vient d'aller sur Ouagadougou. Je suis sûr que ce serait des discussions denses sur comment consolider l'AES. Je suis certain qu'après, il y a le tour de Niamey. Inch'Allah. Parce que nous sommes condamnés à réussir. Toute l'Afrique regarde les pays de l'AES. Je vais dire, tout le monde nous regarde. Et nous avons la chance. Ce n'est pas de la flagornerie. Je le dis pour que les gens comprennent. À la tête de nos États, nous avons des hommes de terrain. Notre président fait partie de ceux qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Celui du Burkina a participé ici aux missions de la MINUSMA dans la lutte contre le terrorisme.
celui du Niger, a supervisé tout ce qui se fait ici dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est des hommes pétris d'expérience. Ils n'ont pas besoin de lire comme nous on fait là pour savoir ce qui se passe. Tous les doubles jeux, tous les mensonges qu'on essaie de nous imposer, eux, ils les ont vécus. Mais le reste de notre population ne comprend pas. Le mensonge, maintenant, est devenu la réalité. Le samedi passé, ou le vendredi, j'ai rencontré une délégation des chefs de toutes les agences de l'ONU en Afrique. Toutes les agences de l'ONU en Afrique sont venus me rendre une visite de courtoisie. J'ai saisi l'occasion pour leur dire ceci. Il y a un proverbe en Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Au Mali, depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, 10 ans, la même chose dans les autres pays. C'est le mensonge qu'on a vendu. C'est le mensonge qu'on a imposé à l'esprit des citoyens. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Ceux qui veulent nous dominer là, ils ont toujours procédé par le mensonge. Quand je fais une petite excursion dans l'histoire, on ne va pas trop loin, mais on s'arrête juste à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, en février 1885. Écoutez très bien et partagez. Quand on a décidé du partage de l'Afrique. Dans les résolutions de cette rencontre, il n'y a nulle part où on a parlé de colonisation. Ce qui a été décidé, écrit, c'est qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo. Ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Deuxièmement, la France va apporter sa mission civilisatrice. L'Angleterre, ce qu'on appelle les 3 C. Commerce, donc ils vont venir commercer avec nous. Civilisation, christianisme. Personne n'a parlé là-bas de colonialisme. On a donné le Congo au roi belge comme propriété. Donc celui qui voit seulement ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, tout est bien. Mais qu'est-ce qui a suivi? Au Congo, pour construire les chemins de fer Congo-Océan, 1 million de morts. Celui qui a fait ça, personne ne l'appelle dictateur. 1 million de morts. Ça, c'est le roi belge. Mais les autres, ils ont tué nos ancêtres. Ils les ont opposés. Ils ont créé des guerres. Ils ont occupé par la force nos pays. Ceux qui résistent, on les tue. On les coupe la tête. Il y a des exemples qu'on connaît, j'en ai donné plusieurs fois. Nous, chez nous, il y a des ancêtres, mais on leur a coupé la tête. On a promené dans le village pour la simple raison qu'ils ont caché leurs frères arabes et Touaregs. Parce que le gouverneur colonial de Caille, 1893, a écrit à celui de Tombouctou pour dire que toutes les peaux blanches, il faut les supprimer. C'est ça le terme. Et qu'il espère un jour que l'aviation permettra d'épandre les poisons partout. Il dit qu'il faut les tuer tous. Ceux qui ne meurent pas, qu'ils quittent, qu'ils aillent ailleurs. Mais aujourd'hui, ils nous disent que les populations du Nord sont nos amis, leurs descendants. Est-ce que vous voyez la nuance? Ça, c'est des choses qui sont authentiques, c'est écrit. Mensonge. Vous savez, quand l'opération Barkhane a remplacé Serval, je disais aux Maliens, à l'insu des Maliens,
Le général qui commande les armées françaises, le général Berthaud, il a été faire un tour des militaires français sur la base de Faye-Largeau au Tchad, quand il a fait la revue des troupes, pour les conscientiser, pour vous dire l'importance de la parole, pour que les soldats comprennent pourquoi ils sont là. Il leur a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, nous en sommes repartis à 60 ans. On est revenu maintenant, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Pour vous dire que tous ces brouhaha-là, MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, Yekap, Pititi et Patatala, c'est des sacs qu'on a mis sur nos têtes. Ce sont des mensonges. L'objectif, c'est d'entretenir le terrorisme en Afrique, faire perdre confiance à nos armées, installer la lutte entre les peuples, les Touaregs, les Arabes au Mali. Ensuite, on ajoute les Peuls. J'ai dit souvent les Peuls, vous savez, c'est un groupe ethnique qui va du Cameroun à l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Quand vous mettez le feu dans une case Peul, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui brûle. Donc les hommes politiques, les présidents, j'ai même entendu un président qui le dit sur les médias, il y a un terrorisme Peul. Les jeunes Peuls qui ne sont pas instruits, auxquels on vend le mensonge, rentrent là-dedans et ça s'embrase. Parce que quand la communauté Peul s'embrase, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus jamais la paix. Parce que les Peuls sont un peuple de résistants. Ils ont horreur de la subordination et de la sujétion. Ils ont rendu du fil à retordre aux colons. L'actuel premier ministre du Niger, son ancêtre c'est Danfodio. Tout le monde connaît dans l'histoire. C'est que les Peuls de cette zone-là, les fils qu'ils ont donnés à retordre aux Blancs, ça c'est un aspect que beaucoup ne comprennent pas. On nous manipule. Les Peuls et les Dogons ont vécu au Mali des centaines d'années ensemble. Et quand vous vous rappelez un peu de l'histoire, parce qu'on oublie, 2014, 2015, c'était les religieux Peuls, les chefs traditionnels Peuls qu'on assassinait. Tout le monde fermait les yeux pour créer chez eux la terreur, la peur, se désolidariser de leur pays. Après, entre les Dogons, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on va mettre le feu dans le hameau Dogon. Et puis on court, on fait semblant de se cacher chez les Peuls. Les Dogons en ont marre. Ils ont fini, une fois que le sang coule, c'est du poison. Ils se vengent eux aussi. Donc celui qui a perdu son père, lui aussi, il rentre dans le terrorisme. Parce que le terrorisme, là, les gens ne sont pas là-dedans toujours par conviction. Il y en a, c'est par vengeance. Certains par cupidité, ils n'ont pas d'argent. D'autres, on les a manipulés. D'autres parce que. Ceux qui sont là-dedans pour des raisons purement idéologiques, ils ne sont pas nombreux. Mais les grands Manitou sont ailleurs. Ouais. Ils vendent le mensonge. Et le Mali a été l'illustration de cette vente du mensonge. Si vous regardez les régimes politiques dans ces trois pays-là, ils sont tous venus à cause de l'insécurité. Aucun de ces militaires ne s'est levé des casernes pour dire qu'il va prendre le pouvoir. C'est parce qu'il y a l'insécurité. Leur peuple était désespéré. Au Mali, on tuait des centaines de personnes. Le président, de temps en temps, va y pleurer. Les ministres voyagent. On nous trompe. On enterre les soldats dans les fosses communes. Et on est résigné. On fait des anecdotes sur notre armée. C'est une armée de fuyards. Dès que vous tirez, ils fuient. On travaille les cerveaux pour qu'on ne respecte plus la tenue militaire.
Et les gens sont mis à dire, ah, un militaire ne doit pas être à la tête d'un pays. Sa place est dans les casernes. Mais qui a dit le contraire? Mais dans ces pays-là, lorsque leur histoire a créé le désespoir, ce sont des militaires qui sont venus mettre de l'ordre. Les deux hommes les plus illustres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. L'Angleterre, l'homme le plus illustre, c'est Churchill, c'était militaire. Aux États-Unis, George Washington, c'était militaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait trop d'incertitudes, on a pris un militaire à la tête de l'État, Eisenhower comme président. Donc tout ça, c'est pour nous travailler les cerveaux. Diriger un pays, on n'a pas besoin d'être un civil ou d'être un militaire. Il faut aimer son pays et avoir le sens de l'histoire et résoudre les problèmes du pays. À un moment donné, les pays de l'AES avaient besoin de la sécurité. Aucun de ces gouvernements n'est venu pour faire un coup d'État comme ça. C'était le désespoir. Et les militaires ont intervenu pour éviter le chaos. Parce que c'était le chaos qui était prévu. Au début, on nous a dit la lutte contre le terrorisme, c'est ça le sens des forces internationales. Pendant qu'il y a 50 000 forces armées sur le territoire malien, nous nous sommes retrouvés à le terrorisme qui a pris 50% de nos territoires. Au Burkina Faso, il n'y avait pas de terrorisme en 2014. Il y avait même un président qui pensait que c'est en faisant le jeu des autres, il fait le négociateur que lui va perdurer au pouvoir. Quand ils ont fini avec lui, ils l'ont jeté. Au Niger, il n'y avait pas de terrorisme. Après, on a eu un président qui dit au Nigeria, attention, les terroristes sont trop forts. Il ne faut pas vous battre avec eux, sinon vous allez tout perdre. Vous voyez comment on nous travaille? On cherche des présidents démocratiquement élus ou qui ont décidé de se vendre aux autres contre leur pays pour nous dominer. Le terrorisme est allé en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, il est allé au Togo, il est allé au Ghana, il est allé au Bénin, mais vous êtes venus en grand nombre pour bloquer le terrorisme au Mali. Il s'étend sur toute l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait? On court au Ghana, on va donner de l'argent, 600 millions d'euros. L'Union européenne, en ce moment, il y avait des inondations. Ce n'est pas pour faire des routes ou des caniveaux, c'est pour acheter des armes. Pour lutter contre le terrorisme, qui est venu d'où? Qui est venu du Nord. Que vous étiez censé... Frères et sœurs, vous avez écouté la bibliothèque, la sagesse, le premier ministre Choguel Kokala Maïga. La communication que nous menons, elle est très importante pour l'éveil des consciences. Voilà pourquoi à chaque fois je vous demande de partager. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour que les gens puissent écouter, les gens puissent entendre. Partagez la vidéo. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique, partagez la vidéo. C'est important.